quitte à planifier le fait de me faire mal, je passe jamais à autre chose. Il y a beaucoup d'humoristes qui servent de la soupe. La plupart, ils sont mauvais. Il y a des moments sur scène devant 3000 gens où j'ai le sentiment d'être un demi-dieu. Beaucoup de gens ne seront jamais riches parce qu'au lieu d'investir l'argent qu'ils ont pour un jour devenir riches, ils le dépensent pour faire croire aux gens qu'ils sont déjà riches. Instagram a déglingué trop de carrières. Et les grands champions disent qu'au moment où tu crois que t'es arrivé, c'est le moment où tu tombes. Faut être intelligent. J'ai toujours dit ça. Peu importe le métier que tu fais, si tu mets de l'intelligence et de la confiance en toi, tu deviens bien meilleur. Alors là, les thèmes que je meilleur. développe là, Ah ouais, faut je être, sais que ça va être ouf. faut être bien meilleur. Parce qu'on veut cette croustillance-là. Ouais, parce que en gros, t'es en lien avec le monde. Et tu arrives à faire rire de choses dont on n'ose presque pas parler, tu vois. Ouais. Et ça, c'est fort. Parce que c'est des sujets qui sont ça presque paraît tabous. très risqué, hein. Mais tu l'as réussi à... Mais regarde ce que je te raconte l'histoire, j'ai trouvé le chemin. Hein. Ouais. Et vraiment, il est bon, le chemin. C'est pas mal, hein. Ouais, il est bon. Quand l'autre dit oui, j'ai raté Et j'ai mon même pas sketch. eu toute la scénographie, j'ai pas tout le Tu truc. sais J'ai pas l'échauffement de base qui te prépare à rire. C'est Là. ça. Non, c'est... Non, le chemin est bon. Hein. Ouais. Et je te dis, le sketch commence. C'est-à-dire, la salle est flinguée au moment où l'autre dit ouais, j'ai pas fait rire, mais c'est vrai que aussi en tant que femme où je vais cousine, j'ai vu ton sketch. Ça n'a rien à voir avec ta chatte. Là, la salle, parce que tout le monde est d'accord. À ce moment-là, tout le monde fait mais de ouf. Ah, parce que tout le monde projette une vision d'une personne qui a été excessive. Qui a été excessive. Une personne qui a été excessive. Qui a dévoyé quelque chose. C'est pas fin. Ça, je pense que c'est aussi c'est l'effet de groupe, en fait. Les gens ont besoin d'un groupe. Ils se disent, le problème est en face de moi, il a l'air trop compliqué. Je vais demander à mon groupe de me soutenir. Tu vois, il y a la même chose avec le racisme. T'es nul, on dit, parce que vous êtes raciste. Non, l'homme, il n'est pas passionnant, en effet, de groupe. Hein. Il y a plein de gens qui, dès que ça va pas pour eux, ils se disent, je vais appeler tous mes amis. C'est ça, en fait. C'est quelqu'un qui vient de perdre un tête-à-tête et qui dit, tu vas voir, je vais venir avec tous mes potes. Ouais, mais c'est stupide. On t'a tapé. Au lieu d'accepter qu'on t'a tapé, aller t'entraîner, tu reviens, tu vas venir avec tous tes amis. C'est stupide de s'allier. C'est stupide de s'allier entre personnes qui pensent juste pareil. C'est la force de la communauté, malheureusement. Ouais. C'est terrible. Ça veut pas dire que vous voyez la même chose. Hein. Ouais, je sais. Mais dans le on groupe, peut avoir le même dans avis. Le groupe, il y a quand même une moyenne. On peut avoir le même avis. Il y a un de nous deux qui, à la nuit tombée, aime mettre ses doigts dans les fesses de chat. Sans le consentement du félin. Ouais. Et pourtant, il pense comme toi sur la cause des Noirs. Ouais. Donc, faut pas s'allier en gens qui pensent pareil, mais bien qui valent pareil. C'est les valeurs qui comptent. Moi, on me reproche souvent de dire ouais, mais t'es ami avec personne dans le monde de l'humour. Moi, je dis mais je suis ami avec aucun d'entre eux. Je les trouve tous cons. Alors, déjà, la plupart, oui. Et ceux que je trouve pas cons, c'est pas des gens que j'appelle à 4h du matin quand j'ai un problème. Donc, c'est pas mes amis. C'est des gens que je suis content de croiser quand je vais au travail. Parce qu'on passe des moments en loge, on discute, on échange. Et après, je fais mon travail et je rentre chez moi, mais pas mes potes. Je suis pas ami avec eux. D'ailleurs, l'expérience aura prouvé que c'est un milieu dans lequel personne ne veut être ami. C'est-à-dire que ceux qui percent dans ce milieu, tout ce qu'ils font au départ, c'est s'éloigner. Hein. Ils prennent du recul, de la distance. Bah, c'est difficile d'être ami dans cette... Parce qu'en fait... Dans le game du coaching, toi, t'as des potes? Tout le monde aspire à la même chose. T'as des potes dans le game du coaching? J'ai peu de place pour les nouveaux potes dans ma vie déjà, moi. Et j'en fais même peu. Tu vois, je fais peu de place. Une vie, c'est vite dense. Il y a plein de trucs à faire. Je viens d'une grande famille. J'ai des frères et sœurs. J'ai plein de problèmes familiaux. Je suis papa maintenant. J'ai des clients. J'ai des trucs que je dois développer. J'ai déjà des amis qui datent d'avant. Je laisse peu de place à ça. Mais par contre, quand je rencontre une personne et que ça matche bien, par exemple, toi, je considère qu'on a une relation qui va au-delà du boulot. On se voit en dehors du boulot. Il n'y a pas de timing, il n'y a pas de contrat, d'intérêt ou de quoi que ce soit. C'est juste, j'aime bien. On va se parler, ça va être quelque chose de... Donc ça clique. Et ça clique difficilement, en fait. Tant parfois, j'estime que l'équilibre qu'il me faut est pour toi, il n'y a plus la place pour cliquer, te faire de nouveaux potes? C'est pas qu'il n'y a plus la place pour cliquer, je laisse une chance. Tu vois, dès que je rencontre une personne et je vois si ça clique. Ça clique un peu, on donne l'étape d'après. Ça clique pas, bon, bah voilà, on se connaît, on se sait, on se suit, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas d'ennemis, par contre. Tu vois, ils ont les choses. Mais ami, c'est un mot qui est quand même fort. Ami, c'est un espace 3. Oui, ami, c'est un espace 3. Ami, c'est un espace 3. Tu commences à compter sur un peu la personne, tu te donnes de toi, tu te livres. Donc non, c'est pas évident de... En tout cas, pour moi,
ce serait compliqué avec le peu de temps que j'ai à consacrer de faire rentrer quelqu'un à l'espace 3, tu vois. Ce serait un casting express, trop rapide. Comme si j'avais besoin d'avoir quelqu'un dans l'espace 3, alors que non. L'espace 3, il est plein, il y a toute ma famille dans l'espace 3. Ouais. Le jardin est plein déjà là. Tranquille. T'as pas besoin de voir de nouvelles têtes des fois? Je vois des nouvelles têtes. Je suis exceptionnel en espace 5, espace 4, moi. Je suis très bon, je suis un animal social. Mon seul défaut au niveau social, c'est quand ça doit s'étendre au téléphone et tout ça. Là, je suis nul, flemme. Ça me perturbe, ça me déconcentre pendant des heures. Donc mon téléphone ne sonne pas. Tu peux demander à n'importe qui, c'est quoi sa sonnerie? On va dire, jamais entendu son téléphone sonner. Tu mets en silencieux? Ah, il sonne pas, il vibre pas. Je sais même pas où il est là. Je vais le faire sonner avec ma montre comme ça. Et là, je pourrais savoir où il est. Tu vois. Tu le mets en silencieux? Ouais, en permanence. Permanence. Voilà. Il est là quelque part. Et c'est donc quand je vais l'ouvrir que je saurai. Et le truc le plus dingue, c'est ce que ma femme me le disait à l'époque. Mais t'imagines si je meurs? Je vais découvrir. Elle détestait la blague, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse si j'ai découvert en retard? Si j'étais sous la douche, moi pendant que je suis sous la douche, on fait comment? C'est une très mauvaise blague. Je trouve que tu es excessif parce qu'il faut. C'est une très mauvaise blague. Non, mais c'est une blague, c'est drôle. Parce que c'est pas parce que c'est méchant que c'est pas drôle. Dave Chappelle, grand maître de l'humour, il disait Sometimes the funniest thing to say is a mean thing. Et parfois, le truc le plus méchant à dire, c'est un truc méchant. But I'm not saying this to be mean, I'm saying this because it's funny. And anything mean is funny to me till it's happening to you. Donc, il est vraiment brillant. Il est vraiment brillant. Ce mec-là, c'est un génie. Hein. Dave Chappelle, non, c'est un génie. Il a eu des soucis avec les transphobes durant toute sa carrière, ce qui est, je sais pas, il n'a pas validé. Hein. Ils les ont souvent provoqués et puis ils sont un peu forcément hypersensibles, un peu sur la. Et surtout bien organisés. Voilà. Et donc ils sont venus sur ses côtes en permanence et tout. Donc chaque spectacle, il leur met un tir. Là, il a mis un point d'honneur chaque spectacle là. Papa. Le tout dernier qu'il a fait sur Netflix, je vais vous raconter la période où j'ai rencontré Jim Carrey. J'étais un grand fan de Jim Carrey. Et quand enfin je vais le rencontrer, il est en train de préparer un rôle où il incarne un personnage, j'ai oublié le nom, on va dire Arthur. Il joue le rôle où il est Arthur. Et pour lui, il est Arthur. Donc quand on lui parle, ils s'en foutent les Américains. Quand on lui parle, quand on le rencontre, on doit l'appeler Arthur. Et pas Jim Carrey. Quand tu le vois, je lui dis salut Arthur parce qu'il prépare le rôle d'Arthur. Il est Arthur, il faut lui dire salut Arthur. On lui dit pas Jim Carrey. Il dit mais c'est fou parce que je savais que c'était Jim Carrey. Mais je devais l'appeler Arthur alors que c'est Jim Carrey. Et il bloque et il fait. Et les transgenres m'inspirent exactement la même chose. C'est un génie. Hein. Ouais. C'est la manière qu'il a d'amener les choses et de chuter. Tu fais et c'est un peu le même niveau que je dois atteindre moi. Je dois atteindre le même niveau là dans ce que je vais faire sur les émotions machin et tout. Il faut quand la blague elle tombe, tu fais bon ok. Clair, net, précis, il n'y a pas de... Mais après, ouais. Parce qu'à ce moment-là, le rire vient valider un raisonnement, tu vois, une posture socio-politique, et ça, c'est un statut que je recherche. Je suis plus dans les nyama-nyama, les cancans, là. Non. Pas dans les nyama-nyama. Non, même les petits sketchs, là, du style Uber et tout, là, tu vois, comme je le fais très bien. Ça, quand je te le fais, je l'amène au maximum de la blague, 1 + 1 = 2. Donc, il y aura un peu de blague comme ça, et après, tout de suite, on bascule dans le... Dans les oh là là, il va comment il va faire? Oh, ok, là on y va. Putain, il a réussi. On y va. Grappling, funambulisme, là c'est parti là. Ouais. C'est là-dedans qu'on veut me voir moi. On veut me voir en danger, on veut me voir en difficulté, on veut voir comment je m'en sors. Et une des raisons pour lesquelles le public a un profond sentiment d'ennui et se désintéresse massivement des humoristes, c'est que il y en a peu qui abordent les vrais sujets parce que sinon ils sont pas en télé, en médias, et donc il y a beaucoup d'humoristes qui servent de la soupe. Et donc, le public, oui, ils sont horribles. Ils sont vraiment nuls. C'est horrible. La plupart, ils sont mauvais. La plupart, ils sont mauvais. C'est horrible. La plupart, frérot, des gens sont pas du tout concernés par les humoristes. Ils sont en mode, oui, super. Parce qu'on ne laisse pas les vrais gars parler, tu vois. Maintenant, avec Internet, il y a l'émergence de générations comme la mienne. Tu vois quand même que pour les gens, moi, je suis un authentique divertissement, quoi. Ça se voit, tu vois que... Tu dis mon blaze quelque part, tu vois, les gens ils sont en mode, il est là, lui. Bon, on va regarder. Parce qu'ils se disent, il va péter à un moment donné, ou en humour, ou en podcast, en interview et tout. J'ai réussi, par mon authenticité, à devenir une source d'entertainment à moi tout seul, tu vois. Et je le fais avec toi parce que je trouve qu'on a de bonnes discussions ensemble et qu'on peut produire quelque chose d'intéressant. Et ce serait marrant de noirs qui font un truc qui pète complètement et qui prennent le dessus parce que c'est simple. Hein. Parce que je trouve que l'enjeu... C'est simple. Hein. J'ai un très bon gars à moi, tu connais peut-être pas.
Il a lancé un podcast avec sa femme il y a peut-être 3 ou 4 ans. Ça s'appelle James et Shona, ou à l'époque ça s'appelait Passe le plaid. Et le concept, ça s'appelle Suis-je mauvais? Et ils lisent des situations qu'on leur envoie maintenant. Au début, ils les cherchaient eux-mêmes sur Reddit et tout. Et des situations posées avec la question Suis-je mauvais? Okay? Am I the asshole? Le concept existait chez les Quinry. Am I the asshole because, je sais pas moi, situation de dingue, je sais pas moi. Suis-je mauvais, c'est clair. Suis-je mauvais parce que j'ai volé le cadeau qu'on voulait faire à mon frère, je l'ai remplacé par un autre à la mort de mon grand-père. Suis-je mauvais? Des situations, tu vois. Et donc, ils lisent des situations comme ça, ensuite ils les commentent. Numéro 2, France. En 4 ans, numéro 2, France. Derrière Légende? Juste derrière Légende. C'est James et Shona. Suis-je mauvais? Ils sont devant Hugo Décrypte. Ah ouais. Donc ça va super vite, tu vois. Par contre, il faut un fil rouge. Et moi, je le sais, ça. Il faut un fil rouge. C'est pas évident. C'est jamais évident, les collaborations à deux. Pourquoi? Moi, j'ai collaboré avec... après, moi, c'est particulier parce que dans mon milieu, il y a beaucoup d'ego. Mais j'ai collaboré avec pas mal de gens maintenant. Hein. Et comme je suis vraiment doué, authentiquement intéressant, moi, il y a toujours un moment où je fais des highlights. C'est-à-dire que moi, comme je suis quelqu'un qui croit sincèrement et authentiquement en son talent, et c'est pas une posture, j'ai la sérénité qui va avec. C'est-à-dire que même si quelqu'un brille pendant 20 minutes ou 30 minutes ou une demi-heure ou 1 heure ou 6 jours, je sais que le 7e jour au matin, là, ouais, il n'y a pas de... Bah, c'est sûr. Et ça, c'est un avenir auquel je crois permanemment, toujours authentiquement. C'est ce qui fait ma force. C'est-à-dire que je ne me challenge pas à ce niveau-là. Je n'ai pas de doute sur le fait qu'il y a un matin, c'est moi qui brille plus que toi. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est comme ça. C'est mon moment et je le prends avec autorité et souveraineté sans problème. Pour autant, quand c'est mon moment à moi, j'ai le sentiment que parfois ça fait du mal aux autres. Et que donc, si je suis avec quelqu'un qui n'a pas une personnalité qui peut matcher la mienne en termes d'assurance, de confiance en soi et de patience quant au fait que lui aussi va briller quand ce sera son tour, ça peut devenir compliqué. Et si la personne n'a pas la posture que je peux avoir, à savoir que un chat talk, c'est un chat talk où on veut se rapprocher de la vérité, tout simplement, et que donc ce qui compte, c'est plus ce qu'on va produire à deux que ce qu'on va produire individuellement, ça peut être compliqué. Ouais, c'est clair que les égos, c'est toujours compliqué à gérer. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je faisais un podcast avec un gars. Ouais. Avec qui je fais plus de podcast, mais ça s'appelait Messieurs tout le monde, ça marchait bien. Bon, ça a fini. C'est lui qui a essayé de me tabasser un soir, bref. Ah, c'est lui qui t'a mis la gifle? Oui, c'est pas vraiment une gifle. En plus, il a envoyé un point qui m'a effleuré le front, machin, mais j'ai pas accepté le geste et donc je l'ai mis pour toujours sur le côté. Mais c'est lui. Et il s'est excusé du coup un jour? Non. Lui, il estime que... Il a, comme font souvent les humains, créé une version de l'histoire où... Ah bah oui, tu ne peux pas... Où il sait bien ce qu'il a fait. Oui. Donc, je l'ai reçu il y a longtemps maintenant chez moi, peu après la mort de mon père, il est venu présenter les condoléances. Et on a reparlé de cette histoire et il m'a dit qu'il ne regrettait pas. Je n'ai pas essayé de créer d'histoire de style casse-toi de chez moi, machin et tout. J'ai rien dit, on a passé la soirée et au terme de la soirée, je l'ai remis sur le côté en mode, le gars est toujours con. Tu vois, c'est simple. Peu importe d'ailleurs, hein, le motif, la motivation. C'est-à-dire, des mois après, revenir me dire ça veut bien dire que tu as créé, comme font beaucoup d'humains, une version de l'histoire où tu as raison de le faire, mais qu'en plus, tu t'es entouré de gens qui t'ont sûrement conforté là-dedans. Donc vraiment, je sais 2 choses de toi. Un, tu es toujours aussi con, et 2, tu es toujours aussi mal entouré. Écoute, il n'y a aucun pote, moi, que je pourrais encourager à avoir levé la main sur quelqu'un qui lui a dit un mot. Tu comprends? Je ne pourrais pas lui dire, tu avais raison. Tu as dit quoi comme mot? C'est pas mal monté le ton est pas mal monté, on était au poker et on était sur une situation où en fait au poker tu sais il y a ce qu'on appelle la mal-donne, ça veut dire quand tu fais un move de jeu et que c'est pas à ton tour de le faire, la mal-donne t'as une pénalité, tu mets les jetons machin tout. Et comme les blinds augmentent, c'est toujours une blind, donc comme les blinds augmentent, la mal-donne est forcément de plus en plus chère et tout le monde à tour de rôle se fait prendre au principe de la mal-donne et met ses jetons. Voici qu'on arrive en finale où les blinds c'est 800, 1600 ou un truc comme ça, petite grosse. Et c'est à lui, maintenant, de se faire prendre à la mal donne. Je dis, mon frère, tu me mets dans le truc et puis toi, on te voit au tour prochain. Il dit, ah non, je dis, pourquoi?
De toute façon, on est chez toi que la Maldon ne s'applique pas. C'est quelle logique et tout. Donc, il cherche un concept pour dire non. Je dis, bah si, mec, tu dis ce que tu veux. Pour moi, il y a Maldon, tu mets dans le jeton. C'est ça la règle, quoi. Enfin, c'est ça que tu veux, vas-y, il prend ses jetons. Il me les balance comme ça. Que je reçois, moi, comme un geste authentiquement agressif. Donc, je prends les jetons et je les balance aussi. En disant, attention, frérot. Il dit, mais quoi? Non. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais là? Tu dépasses les bornes, machin. Et tout. Il m'a dit, t'es malade. Je dis, mais mec, là, c'est pas drôle, on rigole pas. Donc, dis pas ça. Il me dit, si je veux dire que t'es malade, je dis que t'es malade. Il picolait depuis quelques heures. Moi, je bois pas. Donc, je l'ai vu passer de l'ombre à la lumière et inversement. Et je fais, ah, ok, d'accord. Bon, ben, écoute, c'est très bien. Bon, ben, je vois qu'apparemment, c'est un authentique traquenard. Je croyais qu'on était là entre amis pour jouer. Ben, y a pas de souci. Moi, je prends ma basket, je rentre. Parce qu'il y a pas, je vais pas rentrer dans ça et continuer à jouer, quoi. Tu vois, je rentre. Et pendant que je mets les baskets, l'autre, il voit qu'il allait loin parce qu'il m'a dit, je vais te péter la gueule. Et je lui avais déjà dit à l'époque, juste ça, de la part d'un pote, peut mettre fin à une amitié chez moi. Parce que tu me mets dans l'idée que selon ce que toi et moi on s'engueule, tu peux potentiellement me taper, quoi. Ouais. Ça, c'est, pour moi, c'est une fin d'amitié. Je lui avais dit dans le podcast du matin qu'on avait fait ensemble. Et donc, le soir, il me dit, je vais te péter la gueule. Et je fais, t'as dit quoi, là? Ok, c'est bon. Mais du coup, j'applique ce que je t'ai dit. Comme je suis un homme de cohérent, comme tu sais. Moi, je me mets basket, je sais que je laisse tout ça derrière moi et que je m'en vais. Parce que tu n'es pas celui que je croyais que tu étais. Tu n'as pas la maîtrise, sagesse que je pensais que tu avais. Et comme il sent qu'il a franchi, tu sais, il appartient à ce genre de catégorie, quand ils sentent qu'ils ont franchi une limite, ils sont en mode, bon, du coup, allez, on libre. You go all out. Tu vois, il fait, ah, casse-toi! Faut te remettre en cause, mon gars. Tu crois que t'es qui? Mieux que tout le monde, machin. Et des phrases qui font écho au fur et à mesure, je fais, ok. Et j'étais arrivé ce soir-là chez lui pour le poker et j'avais faim. Tout le monde avait faim. Donc j'avais commandé poulet et frites un peu pour tout le monde. Tu sais, gars cool, quoi. Frites à boire pour tout le monde, machin et tout. Et je l'avais fait gentiment. Mais je suis le genre de gars, quand tu te comportes comme un goujat, après, je me dis, en fait, le gars n'a même pas le fair play de je me comporte bien parce qu'il était cool avec moi. Il me fait casse-toi de chez moi, machin et tout. Et je me lève, je me dis, mais t'as pas honte de te comporter comme un fils de pute comme ça. Et là, il avait le truc qu'il voulait. Il fait, ah, tu me traites de fils de pute. Il court vers moi. Moi, je bouge pas. Parce que bah, si on doit se battre, on se bat, tu vois. Et les gens se mettent entre nous beaucoup. Et puis, il envoie une main qui vient et qui m'effleure le front comme ça. Donc, plus tard, ça leur fera 6 mois en Comedy Club. Il arrivera en disant, ouais, Edgar, je lui ai mis une claque. Non seulement il fait ça, mais ça deviendra en plus un outil promotionnel pour lui. C'est-à-dire qu'il dira pendant toute la moitié de saison à tout le monde, ouais, je connais Edgar et je regrette pas, parce que c'est pareil. C'est un peu le Will Smith de la France. Voilà, je suis un peu le Will Smith du stand-up. Voilà, c'est un peu Chris Rock et moi, je suis un peu Will Smith. Pareil, j'ai évidemment rien dit, toujours répondu avec mes résultats. Putain, dingue. Pas de souci, mais je sais que la base de ça est qu'il n'aura pas aimé nos rapports en podcast, je pense, tu vois. Et que ça aurait été une façon de faire péter un peu le truc, machin et tout. Ouais, c'est dommage. Bon, la suite de l'histoire montrera que j'ai continué à faire des highlights que je viens de faire Légende il n'y a pas longtemps et que lui, on n'a pas de nouvelles. Donc, a priori. J'ai même pas de. Tu vas savoir qui c'est. Tu ne vas pas savoir qui c'est. Parce que moi, j'ai jamais jugé les gens à l'aune de leurs résultats. Jamais. Je crois vraiment à la relation, au feeling sincère entre deux êtres humains. Tu comprends? Donc, si moi, je fais un podcast avec SUDI, je vais pas, comme pourrait faire, et comme font beaucoup de gens dans mon milieu, dire c'est quoi les stats de SUDI. Est-ce que lui brille assez pour parler avec moi? Non, c'est faux. Est-ce que c'est moi qui lui amène de la force? C'est pas comme ça que je réfléchis. Je vais me dire, ah, j'aime bien parler avec ce gars, donc je vais parler avec ce gars. La réflexion s'arrête là chez moi. De la même manière, si à un moment donné, je me sens pas à l'aise, je fais, bon là, je me sens pas à l'aise, j'arrête de parler avec ce mec. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a plein de gens qui m'ont rappelé 100 fois, a priori, mec, je suis le gars des podcasts. Il m'a appelé Légende, je t'ai montré l'intro, non? Où il dit, bah, tel mec libre, qui dit ce qu'il pense. Dans la présentation maintenant de Légende, le gars, il dit, il est également connu pour être un homme qui dit ce qu'il pense en interview, pour créer de l'émoi en parlant. C'est-à-dire que maintenant, on me présente même comme ça. Alors que moi, je suis juste un gars qui dit ce qu'il pense, et qui le dit sans embâche, sans avoir peur du jugement, mais dans un monde vachement normé, où on doit faire attention à ce qu'on dit, soi-disant, pour pas vexer les gens. Un mec qui arrive, qui dit ce qu'il pense, comme ça, c'est révolutionnaire. Mais moi, je sais que je suis pas révolutionnaire. Je suis un garçon normal. Bah, c'est dans un monde où les gens ne disent plus ce qu'ils pensent, c'est être révolutionnaire que de dire ce qu'on pense. D'accord, mais dans ce cas, c'est vraiment pas la révolution dont je rêvais, quoi. Parce que je veux dire, je dis ce que je pense et j'enchaîne et c'est tout et c'est bien normal. Mais je sais que mon succès, il vient de là, parce que je dis ce que je pense dans la vraie vie et parce que sur scène, j'aborde les vrais sujets. Tu vois, là, un nouveau spectacle, il y aura tout. Rapport homme-femme, Israël, Palestine, on y va à fond. Je vais rien esquiver du tout. Et je vais forcément blesser 2-3 juifs qui vont venir me voir. Parce que j'aurais peut-être pas dit la version qu'ils auraient voulu. 2-3 femmes.
Oui. Et de 3 hommes. Oui. Et c'est OK. Mais c'est pas pour les blessés que je fais ce que je fais. Et de 3 Palestiniens. Non, parce que là, pour le coup, je vais plutôt dans leur sens. Ah ouais? Ah oui, oui. Clairement propal. Pas toi? Bien sûr que si. Hmm? Bien sûr que si. Sauf que blessé, des fois on le fait sans le vouloir. Hein. Quand je dis 2-3 femmes, 2-3 hommes, c'est pour dire, bon, tu peux tout à fait avoir le point de vue d'un homme et blesser des hommes, alors que... Moi, je pense Tu que ce qu'on parlais pour devrait les hommes, juger tu vois. maintenant en termes de blessures et de vexations, moi, ce que je fais moi dans ma vie, moi, je juge l'intentionnalité. Ça veut dire blesser sans faire gaffe. Tu as fait un move et tu m'as vexé et tout. Je peux passer à autre chose. Mais si tu as planifié le fait de me faire mal, je passe jamais à autre Non, chose. c'est pire, c'est complètement répréhensible ça. Mais par contre, blesser sans faire gaffe à multiples reprises, ça devient également un problème. Hein. Oui. Mais une ou deux Tu fais fois. jamais gaffe, tu Non, t'en mais fous de qui est à une ou côté deux de toi. fois, ça va. Mais si quand je suis avec toi, j'ai mal en permanence, bah, je suis plus avec toi. Ouais, non, clair. Clair. Mais par contre, le fait de préméditer, le fait de me blesser, tu vois, c'est ça qui fait que je vais avoir beaucoup de mépris pour toi. Je vais me dire, toi, t'es... Ben, tu deviens la partie sombre de l'humanité, quoi. C'est-à-dire que si on est Jedi, toi, t'es Sith, quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'es quelqu'un qui se lève le matin et qui fait ce type de plan de malade. Ouais. Tu vois, il y a quand même des humains qui font ça. Hein. Se lève le matin, dit, je me fais Yann aujourd'hui. Mais tu sais que moi, j'ai un truc, et j'aimerais bien qu'on arrive à en faire quelque chose là tout de suite. J'ai l'impression d'avoir la capacité de beaucoup comprendre et beaucoup justifier. C'est-à-dire? Au point où c'est rare que je ne parvienne pas à expliquer pourquoi est-ce que les gens font ce qu'ils font. C'est très rare. Mais c'est pas parce que tu arrives à expliquer pourquoi les gens ils font ce qu'ils font que c'est moins douloureux. Tu vois? Ouais. Peu importe à quel point tu arrives à expliquer, la beauté d'un être humain réside dans sa capacité à la noblesse et à la retenue. C'est ça qui fait que tu es stylé, mon frère. Bien sûr. C'est même ça la preuve que tu m'aimes. C'est même ça la preuve que tu m'aimes. Tu n'es pas censé me découper, quoi. Tu comprends? C'est même ça la preuve que tu m'aimes, frérot. La capacité que tu as à la retenue détermine profondément chez moi hein, ta valeur d'humain. Quand même, qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas dans un monde là maintenant, on voit les gens se lâcher à fond, on est dégoûté tellement ils vont loin. Ouais, mais est-ce que c'est pas facile à dire pour quelqu'un qui réussit tout et qui prépare le Stade de France? Moi, je réussis tout. De l'extérieur, les gens, mais t'es un golden boy. Ah bon, Et tu je- trouves? Mais Tu veux mon avis à moi? Ouais. Mon avis à moi, c'est que tu es un homme courageux qui décide d'aller vers ce qui fait sens pour lui. Voilà. Mais de l'extérieur, tu réussis tout. Non, c'est pas vrai. J'échoue beaucoup. J'échoue beaucoup. Ne serait-ce que dans la réalisation et l'écriture d'un sketch, frérot, j'échoue. Hein. Quand j'ai commencé mon début de saison, là, où je suis arrivé entre mes clubs, Edgar arrivait là et j'ai testé mes 4 premières blagues, elles n'ont pas marché. Et j'ai vu les jeunes me regarder en mode, donc c'est plus ce qu'il était. Hein. Je peux te dire que ce soir-là, j'ai vécu un authentique moment de vexation. J'ai accepté, j'ai bu de l'eau, je me suis dit, c'est pas grave, c'est ma réalité de lundi. Je leur donne rendez-vous vendredi et j'avais leur image mentale en tête, ces jeunes-là. Maintenant, je les vois en mode, il fait quand même la différence à des endroits où on ne fait pas. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. J'ai cet esprit-là de compétiteur, mais je pars de zéro toujours comme tout le monde. C'est juste que je prends les balles, je m'en plains pas trop et j'avance et j'enchaîne, mais ne serait-ce que là, dans mon process, la d'écriture de mon spectacle, mon frère, je vis des moments difficiles, hein, où je me dis, putain, j'étais quand même mais je ne bien. les partage pas. Non. Et donc, les gens ne voient que les highlights. Oui, Donc, parce eux, que... ce qu'ils voient, c'est tous les... Oh, il est partout, The Bridge, Légende, Adidas Arena, c'est quasiment déjà complet, il va faire 2 dates. Il a déjà dit qu'il va faire la tournée sur 2 ans et qu'après, il va faire... Celui d'après, c'est quoi déjà? Bercy. Bercy. Wow. Fini le jeu, putain. En plus, il fait ça tout seul. C'est le plan. Pourquoi j'en parle? Pour revenir à notre tout premier échange. Quand j'étais un peu l'avocat du diable. Quand je te disais, mais en fait, les gens, ils ont un feu qui brûle en eux et malheureusement, c'est pas le bon. C'est un feu d'injustice. C'est un feu de... J'ai besoin de prouver que je suis bon, j'ai besoin de prouver que j'existe. Et j'ai du mal à le faire tranquillement parce qu'à Edgar Yves, il prend toute la place, ce connard. C'est pas un problème d'avoir le feu de prouver au monde que tu existes. Le problème, c'est de considérer qu'il y a un nombre de places limitées pour l'expression de ce feu-là. C'est ça le vrai problème. Parce qu'en vrai,
Pas parce que Sudei a réussi dans le coaching qu'il ne reste plus que 4 places pour réussir dans le coaching. Il y a autant de possibilités de réussir et de places dans le stand-up qu'il y a de jeunes garçons et de jeunes femmes qui sont prêts à proposer quelque chose d'artistique et de parfaitement créatif et d'original. Donc Ouais, ces c'est gens-là vrai. sont stupides. La vérité est qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils ont conscience au fond d'eux que potentiellement ils n'y arriveront pas. Parce qu'au début, ils veulent être stand-uppers et quand ils viennent sur scène, ils se voient eux et ils me voient moi. Ils ont le sentiment que pour moi, c'est plus facile que pour eux. Ils ont le sentiment que moi, pour peu que je me pointe de bonne humeur, je peux faire un sketch que eux, ils auront mis 3 mois à mettre en place. Moi, je pourrais le faire d'une matinée. C'est pas faux. Il y a des matins où ça m'arrive. Il y a des matins où quand je suis de bonne humeur, comme j'ai vraiment le don de l'humour, il y a des moments où quand j'arrive, mon frère, je fais un sketch de 15 minutes que certains, dans la technique et la structuration, vont mettre des mois pour arriver à ce niveau-là. Et je dis, putain, lui, il est arrivé ce matin. Oui, mais moi, ça fait 14 ans que je fais ça. Et comme j'ai en plus le don, ben, il y a des moments où je passe de 15 minutes de matos propre à 30 propres. L'histoire que je t'ai racontée avec la fille là, avec qui je me suis engueulé dans le milieu en stand-up, là, à la base, j'avais 15 minutes. Quand j'ai trouvé cette histoire, je suis passé à 30 direct. Voilà que moi qui avais peur de ne pas être prêt en janvier, j'ai déjà 30 minutes. Je me dis, c'est bien, j'ai un peu d'avance. Je vais trouver encore 30 minutes. Comme ça, d'ici juin, je vais trouver encore en 30 minutes, j'aurai 1h30 et je vais voir ce que je jette et ce que je prends pour vraiment amener un truc de 1,15, 1,20 tight. Il n'y a rien acheté, quoi. Ou c'est que du propre, que du machin. Moi, je pense qu'il y a différentes catégories de personnes. Hein. Ceux qui n'ont pas de talent dans un domaine et qui insistent, les authentiques génies et les prodiges. C'est des catégories différentes. Les génies, c'est ceux qui ont vraiment reçu le don. Mais même un génie n'est pas exempt de devoir travailler. Hein. Parce que le talent sans travail perd toujours face au travail acharné. Par contre, le talent travaillé ne peut jamais être battu. À égalité d'efforts, il y aura toujours le fait que j'ai ce petit truc en plus que toi, tu n'as pas. C'est comme ça. Mais ça, il faut accepter. Et les prodiges, tu les vois comment? Les prodiges, c'est des gens qui arrivent à imiter les performances des génies sans pour autant en être. Donc, ils sont capables de faire de grandes prouesses. Mais pour le coup, ils sont capables de faire largement mieux parce qu'ils ont une régularité dans le travail que le génie n'a pas forcément. C'est intéressant. Bah, c'est souvent ça que tu vois hein, dans Naruto, dans les mangas, que tu vois dans Blue Lock. C'est ça que tu vois. Tu vois les gens qui sont vachement doués. Et d'ailleurs, le héros de Blue Lock, qui est un manga de foot, c'est un prodige. C'est pas du tout un gars qui est un génie à la base. C'est un mec qui a un peu de talent, qui est doué dans l'adaptabilité. C'est un génie de ça. Il arrive à avoir des techniques, les reproduire, à avoir des concepts, les maîtriser. Mais en termes de football créatif complètement fou, et un mec qui arrive, il respecte aucune de ses règles, il arrive, il tire du milieu du terrain, ça rentre. Il dit, ah, il peut faire ça. Et donc lui, il a intégré, il dit, ah, moi je me suis fait chier, enfin lui, il vient, il tire, ça rentre quoi. Donc du coup, il a intégré ça dans son raisonnement et maintenant il travaille en se disant, il y a des gens, ils arrivent, ils respectent aucune de tes règles. Il sait qu'il y a des génies qui vont arriver sur le terrain, qui ne vont respecter aucune des réflexions qu'il aura faites. Et qui va devoir trouver d'autres techniques pour se battre contre eux. Finalement, ceux qui te disent oui, ça fait chier Edgar qui a pris la lumière, en vrai, c'est qu'ils n'ont pas du tout les capacités pour être là. Tu vois, moi, je me suis jamais fait une telle réflexion. Je crois que je n'ai même jamais pensé que quelqu'un était plus fort que moi. Si je suis très transparent, je crois que l'idée m'est jamais. Ouais, Dave Chappelle. Hein? Même Dave Chappelle. Ah non, mais dans mon secteur. Ah, d'accord. Pour moi, c'est pas du tout le même boulot à ce niveau-là de différence de talent. Tu comprends? C'est pas du tout le même niveau, mais quand je suis là, dans le paysage français, je suis comme un poisson dans l'eau, quoi. Tu vois, je vois pas de performance qui me trouve le cul comme celle des Américains, justement. Et puis quand tu vois Bill Pepper Tiger, mon frère, je te conseille ce spectacle-là. C'est un blanc. Pepper Tiger. Dans le registre spectacle, l'émotivité des gens, qu'est-ce qu'il en met dans la gueule et qu'est-ce que c'est drôle. Et putain, le monde entier devient un adolescent qui chiale. On peut plus rien dire. Je sais pas comment on est arrivé là, mais je pense que c'est les femmes blanches qui ont démarré cette merde. Ah ouais, il y va. Ah, il y va. Et il part dans une Mais tu sais démonstration. que des fois, je suis jaloux des humoristes. Hein. Ah, parce que tu peux dire beaucoup de Parce que dingueries. tu dis ce que tu veux, Non, bordel. non, pas ce que tu veux. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Moi, Quand si tu es sais le humoriste, dire. tu dis ce que tu veux, à condition qu'à la fin, il y a un rire qui tombe. C'est une nuance qui est méga importante et que tu n'as pas dite. Méga importante. Tu dis ce que tu veux, à condition qu'à la fin de ton propos, ça rigole. Car quand ça rigole, t'as gagné. Si ça rigole pas, c'est juste malaisant ou une affirmation politique gênante ou une blague ratée.
Mais ce que tu dis sur scène doit être sanctionné par un rire. C'est la raison pour laquelle on parle de conférence. Quand quelqu'un dit un truc intéressant mais qu'il n'y a pas de blague, on dit ouais, t'es bien ta conférence sur le rapport homme-femme, mais on n'a pas rien en fait. On est là pour se distraire, se divertir. Ce qui pose cette injonction au rire, cette obligation de faire rire, c'est un truc qui fait cauchemarder des tonnes de gens. Ça empêche les gens de dormir. Ils finissent par dire que c'est parce que c'est plus dur. Ils étaient noirs devant un public de blancs ou femmes devant un public de... Ils préfèrent s'inventer une version de l'histoire où c'est pas eux qui sont authentiquement incompétents. Tu comprends? Oui, parce que la scène, c'est la division 1. Hein. La scène, c'est la division 1 de l'entertainment. Tu ne peux pas, refaire quoi. Tu comprends? Quand tu fais du cinéma, là, tu peux couper et remonter la scène, non? Quand tu fais une vidéo, tu peux couper... C'est pas sur scène, hein? Tu as vu, non? Ou bien? Nous sommes comme des dieux de l'arène. Parce qu'on fait un truc qui est dans l'instantanéité pure. Tu comprends? Tu rates, hein. Il n'y a pas de... Tu rates. Il y en a qui sont devenus incroyables dans leur capacité à justifier le fait d'avoir raté. Je sais qu'il y en a qui ont même créé des méthodes de te faire rire pour justifier comment ils viennent de rater ou de fourcher sur un mot ou de rater une blague. Parce que dans l'instantanéité, tu dois être spontané et trouver des moyens de « Ok, j'ai raté, mais c'est pas grave, venons, on passe à autre chose. » Il faut être bon dans ça. Des véritables dieux de l'arène, hein, les stand-uppers. Véritables. Et j'ai un truc dans lequel je me sens bien. Il y a des moments sur scène devant 3000 gens où j'ai le sentiment d'être un demi-dieu. Hein, où je sais que je vous tiens tous dans le creux de ma main. Là. Tu es venu au Rex, non? Ça, c'est des moments où je sais que vous êtes tous là-dedans. Hein. Et je dis carotte, on rit sur les carottes. Tu vois, bien sûr. Et c'est ça, la puissance totale, où tu te dis, putain, là, ouais. Où tu finis, tu dis, voilà. Applaudissez-moi! Bien sûr. Parce que c'est incroyable, la scène, pour ça. C'est quoi le truc, déjà? Gainage collectif. C'est quoi le premier? Le premier truc? On manque de vigilance, voilà, soyez vigilants. Gainage collectif. Voilà. Frérot, ouais, je fais ça. On manque de vigilance. Tu vois, c'est une dinguerie, ça. Ça, c'est une dinguerie tout le monde qui fait. intersidérale. C'est du une mal. dinguerie intersidérale. Faut le vivre. Peu importe la ville de France où je vais jouer maintenant, je prends le micro depuis ma loge, la salle est pleine, je fais « On manque de vigilance, soyez vigilants, gainage collectif », tout le monde fait « Oh !» Ça me met les poils, je me dis « Ok ». C'est incroyable. Je me dis « Ok, là, on peut... » Ça me manque, ça. Je suis en train de travailler en Comedy Club pour gagner mon ticket pour retourner tous les voir. Parce que ça me manque. C'est la plus belle forme d'expression de mon métier, la plus belle façon de le vivre. C'est bien devant le Comedy Club. C'est avoir un spectacle et le vendre dans toutes les villes de France, se déplacer partout, voir les gens les faire, créer un truc qui fait que, mec, les phrases, Francis il y a plein de concepts forts. Francis, c'est culte. J'ai manqué de vigilance. C'est culte, mec. Il y en a plein. Qui font que les gens, après le spectacle, ils se rappellent de toi. Ça marque. C'est quand l'humoriste rentre dans le salon, quoi, tu vois. Le propulser aussi. Ça me propulse. Il y en a plein. Ouais. Où les gens, ils se disent, bon, on arrête. La Didas Arena, c'est en juin. Hein. J'ai eu 3500 places. Hein. Un an à l'avance. Ça veut dire qu'il y a au moins 4000 personnes qui pensent que il faut mettre la place au show. Faut pas rater. Ouais. Lui, là, avec ce que j'ai vu qu'il a fait au Rex, il faut absolument... Et t'as pris la place de Christine? Super. Et Philippe, il n'a pas pris? Putain, mais il n'y en aura plus, là. Tu vois? Quand tu mets les gens dans cette dynamique-là, ils savent, non. Toi, tu as vu Solide, non? Voilà, non? Dis aux gens que la promesse n'est pas tenue. Tu as vu Solide, non? C'est de la chicotte. Parce que ça, c'est un domaine où je me sens bien, où j'ai beaucoup travaillé, où je suis doué, et où ça se passe bien avec les gens. Et comme un artisan, je respecte mon public. Je dis, hein, j'ai commencé depuis début septembre là, à bosser. Hein. Non, le 15. Depuis le 15 septembre, je suis en Comedy Club. Charbon. Ouais, charbon, parce que j'ai une pression monumentale. Hein. C'était un bon spectacle solide. Hein. C'est bien ça le problème quand tu retournes. Oui, c'était un peu. Ouais, mais donc quand tu retournes. Et tu sais, moi, après, j'ai pas envie de t'embêter avec ça, parce que je sais qu'il y a une âme d'artiste et un procédé créatif. Mais tu vois, quand je regarde certains humoristes, il y en a qui ont du mal à rester drôles une fois qu'ils ont pété. Ouais. C'est ça que je vis. Celui qui m'avait le plus marqué, tellement c'était décalé, c'était Kevin Hart. Ouais. Kevin Hart, son spectacle, je crois que c'est au Madison Square Garden. Là. Let me explain. Oh là là. C'était d'un malaise, c'était long, il n'y avait pas de point d'accroche. Ouais. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce gap? Il vient de alors qu'il était tellement extraordinaire de base. Ouais, Let me explain, il est drôle. Hein. Let me explain, je crois que c'est drôle. Donc pourtant, c'est au Madison Square Garden, non? C'est là où il parle de son pote Harry, là? C'est là où il parle de sa maison, il a peur d'aller jeter les poubelles, je sais pas quoi, là.
Ah non, c'était pas ouf ça. Trop nul. C'était pas ouf celui-là. Non, il était pas ouf. Trop nul. Let me explain. C'est au Madison Square Garden. Celui dont tu parles, je crois que c'est dans un stade à Atlanta ou un truc comme ça, à Philadelphie. Je crois que c'est un stade à Philadelphie et tout. Donc celui-là, c'est vrai que je n'ai pas trouvé incroyable. Non, pas ouf. Non, par contre. Sa réalité était pas ouf. Tu non. vois. Il partageait des concepts. Tu vois. Et c'est là où moi, je trouve que le stand-up est vraiment très fort quand il est bien fait. Parce que ça te force. C'est comme une thérapie. Hein. Ça te force à aller voir ce qui t'a vraiment chamboulé, ce qui compte pour toi. Et tu dis, allez, on va rire avec ça, nous. Oui, tu dis, bon, ça, on va devoir le sortir. Ouais, hein. on va rire avec ça. J'avais prévu de le garder en secret, mais. Je pense qu'à ça, de toute manière. Donc, autant que je travaille dessus et qu'on rit là-dessus. On va devoir le sortir. Ouais. Dingue. On va devoir sortir le truc, quoi. C'est obligatoire. Et en France, bon, je vais taire les noms des gens qui n'ont pas fait une très bonne suite. Mais moi, c'est l'impression que j'ai. J'ai un spectacle solide qui est une référence pour ceux qui l'ont vu, où j'ai posé beaucoup de choses. Il y a eu une captation DVD? Ouais, bien sûr on va le balancer en ligne bientôt. Ok. Les gens vont pouvoir vérifier. Hein. Mais au Grand Rex, là où tu m'as vu, je considère que j'étais à l'apogée de 12 ans de travail. Hein. Non, c'était nickel. Rien à dire, quoi. Pour moi, tu vois, je l'ai revisionné et tout, machin. Il me dit, ouais, bon, juste partout, même dans les impros. J'ai vu des impros, là. C'était là, le soir où j'ai fait l'impro avec le polyamour, là, même machin. Ouais. Qui dit, mais mec, même ça, mec, tu te rends compte, t'es tellement chouette, on voit ça, pah, t'es vraiment, y a pas de, tu te prends ça, tu te transformes ça, c'est incroyable. Plus tard dans le spectacle, je reviens sur l'impro que je lui avais faite à un moment donné et tout, machin. Tu dis, ah ouais, là, c'est. Quand tu fais ça, c'est que t'es affûté, nous on dit, quoi. Et t'as tellement engrangé d'heures de jeu que bon. Tu vois ce que je veux dire, quoi? T'es prêt, quoi? T'es dans le flow, t'es dans ta zone. Ouais, t'es dans la zone. Et vraiment, Rex, j'étais à un moment de ma tournée où j'étais vraiment dans la zone. En plus, habité par l'émotion un peu de la perte de mon père, machin et tout. Ouais. J'étais en mode, il faut d'être ça. C'est aussi un truc qui me motive. Hein. C'est aussi un truc qui me motive. En tout cas, c'était vraiment bien. J'ai hâte de voir Vigilance. Adidas Arena, écoute, il faudra la remplir 1 ou 2 fois. Là, je vais essayer de le faire 3 fois. 2, c'est l'objectif. 3, c'est... Le bonus. Ah, si je fais 3, mec. À moi, dans l'année, de faire des strikes pour permettre à Adidas Arena de se remplir. Ça va de mes interviews avec les gens ou avec toi. Est-ce que tu as regardé quels sont les meilleurs leviers, à part le bouche à oreille, bien entendu? C'est quoi les meilleurs leviers pour remplir les salles? Qu'est-ce qui fait sketch ça? que je poste. Les sketchs sur YouTube, là. Les sketchs que je poste sur YouTube, là. Ouais. Qui passent le million à chaque fois. Là, j'ai posté Fort Boyard il y a quelques jours. J'ai posté Fort Boyard il y a 10 jours. Là, c'est à 300 000 vues déjà. Je sais que c'est un sketch bon et que ça fait rire les gens. Donc, j'ai vu en live, moi. Ouais, Fort Boyard. Avec la daronne qui charrie. Ah, frère. Fort Boyard. Ça me permet de vendre des tickets. Merci d'être qui tu es. Mais en plus, je vois, comme j'ai les billetteries, je vois le lien entre le moment où je poste et où les ventes. C'est clair. Je vois que ça grimpe en flèche. L'interview légende, elle va sortir. On va voir si ça fonctionne. Mais je sais que les podcasts, avec toi, avec d'autres, ça joue un rôle. Franchement, ça m'aide à me poser, quoi, à me poser là, tu vois, à me situer à me situer dans le paysage, tu vois. Si j'avais compté sur Quotidien ou je sais pas quoi, je serais mort. Tu vas pas faire Quotidien, du coup? Si ils m'appellent, j'irai. Mais je pense qu'ils m'appelleront. Je pense qu'ils m'appelleront le moment où j'aurai plus besoin d'eux. Ça y est, ils ont besoin. Hein. La télé souffre, hein. Ben, la télé souffre pourquoi? Parce que les gens regardent sur Internet maintenant. Non, la télé. Pourquoi les gens se sont désintéressés de la télé? Parce que c'est pas la méritocratie. Ils prennent pas les gens talentueux. C'est un truc qui est devenu un truc de copinage. Les gens finissent, les humains, ils sont bêtes. Hein. Les gens finissent par oublier les raisons même pour lesquelles ils sont arrivés là. Les gens, ils viennent là parce qu'ils veulent faire une grande émission ou ceci ou cela. Et les raisons même qui ont fait qu'effectivement ils sont devenus une grande émission là, ils les oublient et ils finissent par redevenir une émission que plus personne ne regarde. Les gens oublient la raison même qui leur a donné du succès. Je sais pas si tu comprends. Voilà. C'est la raison pour laquelle moi, quand je vais en comédie club, plein de gens m'ont dit, mais putain, il faut une humilité pour revenir dans une cave de 15 personnes quand on est à ton niveau qui est incroyable. J'ai dit, mais c'est soit je fais ça, soit je meurs. Ouais, soit tu fais un spectacle complètement déconnecté de la réalité. Oui. Et puis tu te manges. Oui, je dis, tu sais que mon pote UDI, au Peninsula Hotel, je me fais, dégage-toi, tes conneries. Oui. Tu vois, il faut revenir dans le bendo. Et donc, pourquoi est-ce que la télévision ne marche plus? Parce que, mec, ils ne servent que de la soupe. C'est-à-dire, ils essayent de faire des problèmes, ils essayent de faire des problèmes, de choses qui, authentiquement, les gens n'en ont rien à foutre, quoi. Ils font
des problèmes de choses dont les gens n'ont strictement, authentiquement rien à branler. Ils font des sujets qui n'intéressent pas les gens. Si tu prends les chaînes médias Bolloré, CNews, machin, on s'en bat les couilles. Niveau humoristique, Canal, ils vont prendre des mecs qui dérangent app. Tu comprends? Donc, il n'y a pas de vrai poil à gratter. Ça n'existe pas. Les gens, ils parlent beaucoup des humoristes de gauche. Parce que c'est des humoristes de gauche. Donc, ils disent des trucs à un public de gauche. Tu comprends? Donc, ils vont être sur France Inter, sur Mediapart, sur machin. C'est pas les vrais humoristes du peuple. Tu vois, un vrai humoriste du peuple, c'est que c'est... Ouais, on t'appelle par un média et c'est OK. Tu comprends? Moi, le baromètre que j'ai, il est bon. Hein. Je suis pas un média, mais mon frère, tu as déjà fait marcher avec moi dans la rue, non? Voilà. Il faut dire aux gens ce qui se passe. On va, toi et moi, on fait 30 minutes de marche, on va nous arrêter au moins 15 fois. Et dire, hey mec, Renoir. Donc ça, c'est populaire, ça. Comme je dis souvent, quand je fais la marche du matin, là, j'ai le temps de mesurer où j'en suis. Tu testes. Je sais si là... Là, ce matin... 40 fois. Hein, pas beaucoup, hein? Pas beaucoup, hein? Allez, on enchaîne. C'est le mec qui à prend... distance. Il n'y a pas eu de cri. Il n'y a pas eu de cri ce matin, c'est bizarre. Le mec qui ne prend ça que pour une unité de mesure. Mais en plus, c'est vrai. Hein. C'est comme ça que je le prends, moi. Pour moi, c'est une unité de mesure. Ah, c'est bien. Je me dis, OK, peu importe où je vais, peu importe l'endroit de la France où je vais, où je me déplace, à partir du moment où c'est en public, il y a toujours une personne qui vient, qui me parle pas que de mes sketchs. Il me parle beaucoup de mes podcasts et de mes interviews. Il me dit, j'aime l'homme que vous êtes, j'aime la posture que vous prenez. Je pense qu'elle doit être dure à prendre dans le monde dans lequel on est. Donc, je voulais juste prendre le temps de vous donner de la force. Bravo. Bravo, monsieur. Et toutes les couleurs. Hein. Noir, blanc, rebeu, qui tu veux. Juste pour te dire, hey, t'es un bon, toi. Alors, le vocabulaire est évidemment différent selon la catégorie de personnes qui m'arrêtent. Mais ça va de t'es un bon, toi, monsieur. Franchement, je vous trouve très courageux et je vous souhaite beaucoup de courage. Voilà. Mais la différence avec laquelle ça m'est livré me montre la pluralité des gens qui viennent voir et qui sont mon audience. Ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Moi, je suis obligé de continuer, obligé de marquer mon temps. Et je suis ici pour me soumettre à personne, frérot. T'as dit, hein? Je viens à Domé. Petit village à Porte-Novo, dans le Bénin, ex-Romain. Pays des Amazones, pays du vaudou. Voilà, je viens d'un grand pays, d'une grande culture. Je ne suis pas venu ici pour me soumettre à qui que ce soit. Je suis venu prendre ce que j'ai à prendre sans demander la permission et repartir comme un brigand. Il n'y a pas de... Oui. Il est venu, là. Il a tout pris, il est reparti. Moi, tu me vois, tu vois. Ouais. On n'est pas venu demander la permission, mon frère. Comment tu vois l'exposition que les gens ont sur les réseaux maintenant, l'exposition des corps, l'exposition des richesses, l'exposition des vies? Comment tu vois le rapport que les humains ils ont aux médias là maintenant en 2025, enfin aux réseaux sociaux qui est un média, je pense que... On veut être une star, tu penses, de manière générale maintenant? Pour certains, la notoriété est un symbole, un apparat, une preuve de réussite, tu vois. Quand tu es connu, on commence à te regarder différemment, tu vois. Oh, t'es connu, toi, on t'a vu partout, je t'ai vu à la télé, machin. Et donc, tu as enfin cette validation que tu as voulu avoir très tôt ou plus tôt, que tu n'avais pas, mais que sur la base de statut, tu vois, parce que tu veux, au final, apporter aux gens des preuves que t'es pas une merde, en fait. Et être connu, c'est dire, je suis pas une merde vu que je suis connu. Ouais. Avoir de l'argent, c'est pas une merde vu que je suis riche. Avoir une belle vie, voyager dans des beaux endroits ou avoir des belles personnes à côté de soi, je suis pas une merde, regarde les gens qui m'aiment bien. Sauf que là où ça devient un piège, c'est que les gens rentrent dans une logique de je vais montrer que je suis pas une merde sur les réseaux. Et comme ça, tous les gens qui sont là pour voir si je suis une merde ou pas, ils auront la preuve que non, je n'en suis pas une. Et je vais continuer également à regarder ce que eux postent sur les réseaux. Et quand je vais voir des choses qu'ils montrent, que eux ont et que moi je n'ai pas, je vais me sentir frustré de ça et je vais m'ajouter des trucs à faire. Ça devient d'un niveau toxique incroyable. Il y en a qui font des concours comme ça avec leurs enfants, avec leur... Regarde, ma famille est trop belle, moi j'adore, les machins, on s'amuse bien ici. Alors qu'en vrai, ils rient même pas bien ensemble, tu vois. Il y a eu... je crois que c'est la Ace Family, c'était une famille de vlogueurs des Quinry, là. Tout ce qui est contenu type famille, là. Je me lève le matin, regardez, ma femme, je l'aime, je lui fais des bisous et on va faire un pique-nique, je sais pas quoi, là, ce genre de contenu, là. L'une des plus grosses chaînes YouTube comme ça, 20 millions d'abonnés, je crois. Ils se sont séparés, on n'était même pas au courant. Alors que sur papier, ils avaient encore tout un tas d'épisodes qui disaient que c'était la famille modèle, tu vois. Ah ouais? Ouais, dans les réseaux. Moi, franchement, je suis très... Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et je trouve que c'est dangereux de n'être drivé que par le besoin de prouver. Parce que ça peut te désaxer, tu vois.
Ça peut te désaxer, ça peut t'emmener à ne pas faire correctement ce que tu dois faire. Parce que faire correctement ce que tu dois faire, ce serait apporter le contraire de ce que tu veux prouver. Tu vois, il y a des gens, par exemple, qui vont pas en comedy club comme toi parce qu'ils veulent prouver que eux, ils ont tellement bien réussi qu'ils n'ont plus besoin de faire ça. Des gens qui sont éloignés du vrai drive, à savoir, je veux amener la meilleure chose à mon public. Et donc, le modèle des comedy clubs, en vrai, c'est le meilleur modèle parce que tu as du sample, bam, 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 et tu as de la data, en fait. J'ai testé. T'as les infos. Et donc, quand je T'as les viens avec réponses aux ça, questions. c'est plus un test, les gars. Ouais. C'est sûr que ça écrase. Oui, il n'y a pas de... Même si tu mets tes économies pour prendre ta place, Mon frère. je suis certain de ce que je vais te livrer. Oui. Ça écrase. J'ai testé ça partout. Ils ont tous ri. Les jeunes, les vieux, les noirs, les blancs, les arabes, les indiens, tout le monde. Exactement. Ça écrase. Ben ça, c'est quand tu n'es pas dans une logique de prouver que tu es bon, mais tu es dans une logique de bien faire. Tu vois? Ouais. Et pour moi, les réseaux, les gens s'éloignent de ça. Il y a plein de... À l'époque, je coachais des petits sportifs, des footeux et tout ça. Instagram a déglingué trop de carrières. À l'époque, c'est eux qui avaient la certif en 10 minutes. Là, dès que tu signes ton contrat, pas on te certifie. Les footeux? Les petits footballeurs, ouais. Les petits footballeurs, là, ils avaient, dès qu'ils signaient, shooting photo à l'entraînement, la petite coche bleue sur l'Instagram. Et forcément, toutes les meufs de la ville où ils ont signé qui disent, bah voilà, on a un nouveau footeux dans notre club, c'est à lui qu'on veut donner. Ça déglingue des carrières. Ah ouais? Bah bien sûr. Déglingué à cause de quoi exactement? Bah, du fait de vouloir déjà jouir d'une carrière comme si tu l'avais accomplie alors qu'elle débute. Ouais. T'es pas censé cueillir les fruits là, tout de suite. Ouais. T'es censé fermer ta gueule, pas te faire de coupe de cheveux, pas d'acheter de luxe, pas d'acheter de maison à tes parents et te hisser au maximum de ce que tu peux te hisser avant que ton corps te lâche. Ouais. Les mecs, non, ils voulaient déjà être des stars. Donc c'était pas évident, tu vois. Donc pour moi, tout ce qui est prouvé, c'est une grosse maladie. Je prépare un webinaire d'ailleurs qui sera gratuit sur lequel je parle du self-concept, là, le rapport à soi. Et pour moi, c'est l'un des éléments qui met des putains de plafonds de verre sur la tête des gens, le besoin de prouver. Et pour autant, le besoin de prouver, frérot, ça permet de réaliser des grandes choses. Hein. Absolument. Mais il faut pas que tu n'aies que ça. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours besoin de prouver. Ouais, mais dans la façon dont tu t'y prends, ça marche bien. Toi, tu as le besoin de prouver comme un Jordan, comme un top performer. Tu vois? Je veux prouver que je suis bon. Je veux prouver que je suis bon. Je travaille pour être bon. Mais voilà. C'est pas je veux prouver à travers les statuts de quelqu'un qui sont bons. Tu vois, Non, mais donc, c'est ce que tu veux prouver, le problème. C'est pas tant prouver le problème, c'est ce que tu veux prouver. Moi, je veux prouver que je suis bon. Donc, moi, je vais à un comedy club pour travailler, pour être bon. Et quand je viens, je te dis, là, je suis prêt. Tu peux faire ce que tu veux, frérot, je te fume la gueule. Parce que je me suis entraîné. Ma confiance repose sur l'entraînement qu'il y a eu en amont. Tu comprends? Donc là, j'ai envie de prouver, pourtant, je suis bien. Par contre, avoir envie de prouver à quelqu'un quoi que ce soit, va te faire foutre, toi. Toi, je m'en fous de toi. Tu vois? En fait, ce que moi, je veux prouver, j'ai pas besoin de toi pour le prouver. Moi, ce que je veux prouver, j'ai besoin des rires du public pour le prouver. Tu comprends? Quand je fais une blague, ça rigole, ça applaudit, ça s'esclaffe à fond, ça attrape son voisin pour résister au rire, à la convulsion physique que je viens de créer. Ouais, ben c'est prouvé. J'ai pas besoin que Sudé vienne dire, bon, effectivement, c'est bon. Bah, c'est ça. Et il y a plein de gens qui jouent pas ce jeu-là. Et c'est ça que tu vois dans les réseaux. Les gens veulent pas. J'avais fait une vidéo qui avait pété en 2021, je crois, où j'avais dit beaucoup de gens ne seront jamais riches parce qu'au lieu d'investir l'argent qu'ils ont pour un jour devenir riches, ils le dépensent pour faire croire aux gens qui sont déjà riches. Tu vois? Et c'est un peu ça. C'est-à-dire les réseaux, les gens, ils font tout pour que tu crois que leur vie est parfaite. Ouais. Au lieu d'aller travailler à ce qu'elle soit, tu vois. C'est l'apparence. Et ensuite, ils viennent et ils regardent si tu es en train de tomber dans leur piège. Ah, ils disent que c'est bien, ils me félicitent, c'est super. Et pendant ce temps-là, ta vie n'avance pas du tout. Non. Ton branding, là, de personne parfaite avance, certes, mais la vraie vie, non, pas du tout. Ça peut te mener quelque part, non? Si t'es une femme et que tu mets que des belles photos de toi, quand t'es bien, machin, tu travailles ton physique. Tu sais, les femmes... Il y a peut-être un gars... Tu sais, les femmes ou les hommes qu'on voit comme des idéaux sont souvent ceux qui ont le plus de dysmorphie et de problèmes de confiance en eux par rapport à leur image. On a eu le cas avec Sadia Khan. Love is Blind. Non, pas Sadia Khan, elle la laisse tranquille celle-là, qu'elle fasse son truc. Mais Love is Blind, avec... foutu, hein. Écoute, je suis pas sûr, hein. On pardonne tellement de choses à tout le monde. Et en vrai, ce qui est dommage, c'est qu'elle est menti. Elle aurait pu pas mentir. Moi, j'ai eu un podcast, on m'a dit alors, c'est quoi tes certifications, c'est quoi tes machins? Je dis, moi, j'ai fait que des formations. J'ai fait la formation Core 100 de Tony Robbins, j'ai fait la formation de Ken Ramsey, j'ai fait la formation de John Grinder, et c'est tout. Pourquoi t'as pas fait psychologie? En vrai, je me voyais pas dans le modèle des psychologues. Et je l'ai pas fait. Est-ce que t'es psychologue? Non.
Est-ce que tu étudies du matériel psychologique? Bah oui, parce que j'ai un cerveau qui marche. Et il y a des gens qui ont laissé des écrits qui, malgré le fait qu'eux soient psychologues, ben, ils donnaient quand même la valeur comme ça. Ouais. Et donc je prends. Moi, je parle de Jung tout le temps, ça me dérange pas. Parce que je suis capable de comprendre ce qu'il dit. Tout le monde ne peut pas lire Jung. Hein. Ouais. Tout le monde peut pas lire Jung. C'est quelque chose, ça te... Dès l'intro, déjà, tu as des intellects qui veulent montrer que eux, ils ont bien fait de traduire Jung ou bien de faire la préface de Jung. Donc, ils t'envoient dans des phrases qui font une demi-page. Ah ouais. Tu vois le genre de phrase? Ouais. Si tenté donc de partir du premier instant, et alors, si on partant, tu restes là, tu dis, on lit pas ça quand on est fatigué, hein? Faut lire ça le matin. Ah ouais. Faut lire ça le matin. Ouais. Bref, et donc moi, j'ai aucun sentiment d'illégitimité de quelque manière que ce soit. Je suis juste moi et j'ai le droit. Tu vois? Et ceux qui veulent, on travaille ensemble et ensuite ils témoignent. Et moi, en tout cas, ce que je veux aujourd'hui, c'est que tous ceux qui disent je suis coach ou quoi, commencent à dire bon, voilà les témoignages des gens. Parce que moi, frérot, j'en ai des centaines. Le témoignage? Bien sûr. Mais si j'étais un escroc, j'aurais des vidéos sur moi. Faut dire, il m'a escroqué. Tu payes. Là, on est à peut-être, je crois, 250. Je fais peu d'heures dans la semaine, mais bon, je continue à en faire. C'est un peu mon rodage à moi, les heures de coaching. 2026, on passe à 400 rollers. Tu crois que tu peux prendre 400 rollers à quelqu'un et puis tu l'aides pas, il te laisse comme ça? Mais t'es fou, tu vas avoir tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut va te tomber dessus. Il m'a pris 400 euros, il m'a rien dit. Il a rien solutionné, il a pas d'outils. C'est un menteur. C'est pas possible. Non, je marche dans la rue, nickel. Donc, Diakane, elle prenait 8 000 € l'heure. elle prend 8 000 euros. Après, c'est encore différent parce que elle est dans une ère où elle a créé le flex de la prendre elle comme coach. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire que si quelqu'un dit je l'ai eu comme coach, c'est quelqu'un qui dit moi je paye 8 000 euros pour elle comme coach. Et ça joue un peu comme les vendeurs dans les magasins de luxe sur le levier de tu as besoin de prouver que tu vaux quelque chose. Ouais. Donc si tu me remets en question, je te remets en question de ta capacité à prouver. Ah, tu trouves que c'est cher? Peut-être que c'est pas pour toi. J'achète. C'est comme ça qu'ils ont eu Shaquille O'Neal, non? Ouais. Tu vois l'histoire de Shaquille O'Neal qui Ouais. dit qu'il a acheté 2 Rolls là. Débile, qu'est-ce que t'en penses? C'est débile, non? Les rôles de Shaquille O'Neal. Recite-moi ça. En gros, il va chez Rolls, il fait comme s'il regarde, et on le traite pas correctement et tout, comme s'il pouvait pas acheter, et ça le vexe. Et il dit, bon, toi là, qui me regarde mal, viens ici. Il vient, je veux celle-là, faites-la livrer. Et il paye et il part. C'est con. C'est débile, absolument débile. Totalement débile. Mais tu vois, il y a des choses comme ça en chaque personne, dans ton besoin de prouver quelque chose. C'est comme, je sais pas moi, tu vas Quand t'as voir le sentiment que tu t'es pas vas accompli. prendre un mec qui va voir une meuf, ou vice-versa, et tu vas voir quelqu'un qui te ressemble pas. Par exemple, t'es une femme blanche qui veut un homme noir, ou une femme noire qui veut un homme blanc, ou... on s'en fout, d'accord? Tu vas voir l'autre personne, et l'autre personne te dit, j'aime pas les gens comme toi. Et toi, tu dis, mais attends, tu m'as pas bien regardé, il faut que je te montre bien. Tu vois, ça n'a pas de sens, ça. Non, moi j'accepte le rejet. Ça n'a pas de moi. sens. Rejette-moi, il n'y a aucun souci. C'est comme y a quand même tu pas- veux, les gens c'est veulent même forcer pas- avec non, c'est cette meuf ou ce mec que je veux, mais ici il veut pas de Mais il toi. veut pas. Donc ça fait de lui la mauvaise personne pour toi. Il ne Ah voulait non, pas de il base. veut pas, donc c'est pas la bonne Ben personne. ouais. Ce qu'il voulait pas en fait. Il voulait pas. Et dans les critères, les gens aiment bien donner beaucoup de critères, mais le critère numéro 1, c'est qui a envie d'être avec toi aussi. Exactement. C'est le numéro 1. Et c'est là où, dans la première phase, on en parlait tout à l'heure, la première phase d'amour, là, de relation, en fait, les gens, ils sacrifient qui ils ont pour pouvoir être aimés par la personne que eux voient comme la bonne personne, Ouais. qu'eux valorisent. Je veux être aimé par mon idéal. Sauf que le critère numéro 1 est que les gens t'aiment aussi. Et en Bah général, ouais. ton idéal, c'est vraiment ça. Ben ouais, et généralement, tu vas donc développer des blessures pas possibles dans cette relation-là parce que la personne ne voulait pas être avec toi. Tu as trouvé le moyen de faire que ça marche ou quoi, ou tu t'es trouvé le moyen de t'accrocher là-dedans, mais la personne ne voulait pas de toi de base. Non. Et donc là, tu as un rapport que tu établis avec le sexe opposé qui est complètement faussé ou biaisé. En vrai, c'est plus les réalités des meufs, ça, parce que une meuf aura plus de facilité à être avec ce qu'elle juge comme son idéal, même si c'est que ponctuel, parce que le mec, il peut vouloir juste le Ouais. plaisir secouer. du match, que les mecs, parce que les mecs, nous, on mange juste le rejet pur et simple. On te calcule pas, point. Non, pas toi, Burk, non. Moi, je me suis mangé des Burk, Ah ouais? bien sûr. Quand je suis arrivé du Cameroun, mais moi, je pensais pas que c'était si brutal. Ah ouais? Mais Burk, jamais de la vie. Non, Burk, non. Ah ouais. Je me les suis Burk, mangé. c'est pas le refus le plus cool, hein? Ah non, c'est pas le coup le plus cool, mais je me suis mangé ça. Je me suis mangé des beurres, je me suis mangé des grosses narines, et tout ce que tu veux. Les européennes? Et ouais, les européennes, un peu de tout, tu vois. Mais là où j'ai été bon, et là où mes parents ont été bons, avant d'arriver ici, j'avais développé un amour de moi. Je faisais la blague à mes parents en mode, dis donc,
Vous avez bien bossé, hein? Vous avez fait un bon projet fini, là. Parce que moi, je suis le dernier. Ouais. Donc, je charrie tout le monde en mode, regardez-moi ces prototypes-là. On a essayé, toi, on a essayé. Tu me ressemblais un peu. On a failli réussir avec toi, hein? Toi, c'était pas mal, mais comme tu n'es pas comme moi. Et donc, c'est la blague, c'est le running gag, tu vois. Et donc, voilà, j'ai pu m'en sortir. J'ai pu m'ébrouer comme un canard. Ouais, avec un modèle qu'elle juge idéal, même s'il leur correspond pas. Absolument, parce Et que un mec ne refusera jamais une partie de jambes en l'air. Donc, du coup, ben, même si c'est pas ton idéal, il te baisera au moins. C'est ça? c'est dit de façon très différente, mais c'est ça. Oui, c'est pas ton idéal, il te baisera au moins 2 fois. Parce que le mec, lui, ne se voit pas comme tu le vois. C'est ça le truc. Il sait pas que c'est un beau gosse avant que toutes les meufs veulent être avec lui. Ouais. Ça, il sait pas, lui. Et même, il peut même ne pas y croire. Tu vois? De la même manière qu'une meuf peut être la meuf la plus belle, que tous les mecs veulent, et elle se dit, mais moi, je le trouve pas belle, en fait. Il y en a plein, ça aussi. Ouais. C'est-à-dire, bon, peut-être dans vos yeux, je suis l'idéal, mais dans mes yeux, non, tu vois. Et c'est une réalité qui nous quitte jamais vraiment. Quand je te dis que Edgar Yves réussit tout, ton premier réflexe, c'est de dire, ah ouais, tu trouves que je réussis tout, moi? Ben non. Pourtant, à l'extérieur, quelqu'un dira, mais si, c'est grave que tu dises que tu ne réussis pas tout. Dieu peut se fâcher, hein. Tu vois? Parce qu'on ne se voit pas comme ça. Nous, on voit ce qui nous bloque, on voit ce qui nous manque, on sent le plafond. Oui, je vois le match que j'ai à affronter. Bah ouais, que tu j'ai à vois gérer, tous les trucs où tu t'es pas bon, tu Bien vois. sûr. Et je crois que c'était Marc Aurèle, non? Qui se faisait suivre par un clochard, là. Oui, Vous le rappelez. il se faisait suivre par un esclave Esclave, carrément. Ok. qui devait le suivre et lui répéter la phrase en permanence. Souviens-toi que tu n'es qu'un homme. Voilà. Marc Aurèle. Voilà, donc je pense que, même si c'est certainement une grosse métaphore et une blague, celui-là, Non, mais c'est une histoire de dire que. il faut rester. Faut rester concentré. Voilà. En fait, humble, c'est même pas tant le mot. Parce que, au sens. La définition en 2025, moi, je suis pas humble du coup. Parce que je sais que les gens ont fait l'amalgame entre ambition et prétention et que donc, quand tu es sûr de toi et de ce que tu veux faire, ils considèrent que tu n'es pas humble. Même, donc, ça veut dire qu'eux, ils connaissent pas la définition, notamment sur le plan étymologique, parce que la prétention, c'est considérer qu'on vaut mieux en tant que personne que les autres. C'est ça la prétention. Moi, je me suis jamais vu comme ça. Et surtout, Jamais. moi, là où je dirais que si tu es humble, parce que tu fais ce que les humbles font, à savoir travailler. Ouais. On cesse d'être humble quand on ne travaille plus. Si tu travailles, tu n'es pas humble. Du Ah, moins, je suis si tu d'accord. travailles, tu es humble. C'est quand tu n'es pas humble que tu t'arrêtes de travailler. C'est ça. Et de toute façon, ta vie te le montre très vite. Hein. Oui, c'est un truc qui m'a fait marrer dans lequel je bossais là récemment où je bosse et les jeunes ils viennent me voir et me disent ouais mais c'est hyper humble de venir dans un comédie club et je leur dis mais comment tu veux que je devienne que je fasse un grand spectacle si je viens pas en comédie club. Ça me rappelle un peu le film de 3 quand Agamemnon il fait mander Brad Pitt qui est dans sa tente, il y a un gamin qui vient le chercher, il monte, il met son armure, il fait le gamin il lui fait les gens disent que vous êtes invincible, il le regarde, il fait pourquoi je porterais une armure dans ce cas? Et il enchaîne. Voilà, c'est ça. En fait, les grands champions disent qu'au moment où tu crois que tu es arrivé, c'est le moment où tu tombes. Moi, je crois pas que je suis arrivé. Je crois pas que je sois absolu. Je sais que j'ai une sacrée force de travail et un sacré talent. Et je sais que si je n'arrive pas à en faire quelque chose, ça ne voudra rien dire d'avoir eu tout ça. Tu vois, parce qu'en fait, le talent, c'est pas avoir un potentiel. Le talent, c'est avoir réussi à confirmer et transformer ton potentiel dans le réel. Tu vois ce que je veux dire? C'est on dit, ah oui, lui, il a ça comme potentiel. Ouais, mais concrètement, il a fait quoi? Allez, ciao. Chut, j'en parle plus. Tu vois, parce que ça m'intéresse pas. Que tu as un potentiel au départ, j'en ai rien à foutre. Ce qu'il faut, c'est que le potentiel se réalise. Donc moi, tout ce que les gens voient en moi, tout ce que je suscite comme émoi, comme attention et tout, ça doit se réaliser. Tu comprends? Je veux pas être un gars dont on a dit à un moment donné, ouais, il est sympa, il est faux. Non, si je parle bien, si je m'exprime bien, faut que ça mène quelque part. Pourquoi pas Légende, pourquoi pas un podcast, pourquoi pas des exploits qui font qu'on fait des trucs qui vont marquer, tu vois? Faut que le talent, le potentiel soit capitalisé au maximum. Tu comprends? Si je suis bon en stand-up, faut que je fasse... on sait qu'il y a Dieudonné ici, il a fait au moins une 30aine de spectacles. Et c'est au moins... Mais je le vois beaucoup sur YouTube en ce moment-là, avec plein de pages. Ouais, Ça a que des noms différents. il C'est est quoi? de retour mais il a compris. Donc il prend la surface seulement. Il s'inspire de mon style de communication. Ah ouais. Il va là où on l'invite. Et comme c'est Dieudo, ça fait des millions. Et c'est très bien que Dieudo il puisse de nouveau faire des podcasts. Moi, je trouve ça bien. Parce que je pense qu'il a été bloqué pendant longtemps. Et je pense que l'ère des podcasts lui a redonné la parole.
Et d'ailleurs, l'ère des podcasts a donné la parole à beaucoup de gens. Y compris à ceux qu'on n'a pas envie d'entendre, j'imagine. Ouais. Certains te diront ça. Bah, on est tous celui qu'on n'a pas envie d'entendre pour quelqu'un. Exactement. On est tous celui qui a rien à dire pour quelqu'un d'autre. Mais je trouve que c'est bien que les podcasts aient donné la parole à tout le monde. Et les jugements se feront dans les stats et la visibilité. Les gens n'ont pas envie de te voir, t'inquiète pas que... Après, attention avec cette histoire de stats. Tu as vu Francky Vincent, ça a sorti sur Aya Nakamura une énième fois. Il a l'air de faire une fixette sur la go. Hein. Il a dit quoi? Il a, cette fois-ci, complété son propos quand il disait que Aya Nakamura n'était pas une grande chanteuse de talent. Et il a dit un truc du genre non mais vous, c'est ça votre problème, vous les jeunes, parce que ça fait beaucoup d'écoute, vous faites comme si c'est bien. McDo, c'est le truc le plus servi, ça ne veut pas dire que c'est un gage de qualité. Ouais, c'était le seul moment où on a dit ah, au moins il a un argument il a raison sur le fait que c'est pas parce que c'est vu que c'est excellent. On regarde l'émission de Hanouna à l'époque et tout sur C8 et tout. Mais pour autant, la traduction de ton talent doit passer par le fait d'avoir des résultats qui sont quantifiables en termes de vues. Ça, il faut l'accepter. Point. Ouais. Dans ce monde-là, on vérifie comme ça que t'es bon. On vérifie combien de sketchs t'as qui ont passé le million sur YouTube, combien d'abonnés t'as sur Insta, sur Facebook, combien de gens frémissent quand on dit ton nom. Ton talent doit être vérifiable de manière quantifiée. Voilà. La quantité fait pas la qualité, mais la qualité doit se retrouver dans une forme de quantité à un moment donné. Donc je comprends la remarque sur McDo et tout, mais lui, il est plus suivi, il est has-been, les personnes n'en ont rien à foutre. Donc lui, il fait aucune vue, et c'est bien ça son problème actuellement, à Francky Vincent. Il fait aucune vue. Personne ne le regarde, personne ne le calcule. Il n'intéresse plus personne. Il a fait des chansons qui, à une époque, lui semblaient marrantes, mais qui aujourd'hui sont grotesques, notamment dans le texte, quoi. Tu veux, mon zizi, oui, ça vieillit mal, hein, ça. C'est pour ça que dans la période où tu es visible quand tu es artiste, il faut essayer de faire des œuvres où tu seras fier quand tu seras plus vieux aussi. Parce que tu veux, mon zizi, maintenant, ça a mal vieilli. Ah oui. C'est même des chansons qui nous ont collé ce truc de Yabon Banania, quoi, tu vois. Ça fait un peu le son du noir, tu vois. Je veux mon zizi, oui, je vais te le donner. Qui danse là-dessus? Les noirs? Moi, je sais pas, j'ai jamais dansé dessus. Non, c'est pas les noirs qui dansent dessus, frérot. Non. C'est les blancs. Nous, c'est pas ça qu'on met quand on veut s'éclater. C'est clair. Bon, voilà. Tu comprends? Moi, Francky Vincent, il me parle ni de près, ni de loin, ni du milieu. Hein. Je veux dire, authentique, c'est d'une pénibilité. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de dire, frère, va faire un bon son déjà, tu vois. Aya Nakamura, elle a fait au moins 2 ou 3 trucs qui me font un peu bouger. Hein. Non, elle est forte. Moi, par contre, moi, depuis le départ, je suis pas d'accord avec lui parce que... Elle a fait 2-3 sons qui me font bouger. Je trouve qu'elle rentre... Et lui, c'est un vieux monsieur plein de seums, comme on peut en voir dans ces milieux artistiques. C'est un vieux monsieur dans la carrière. Je trouve qu'elle délivre sur l'aspect gimmick, sur l'aspect... En fait, ça fait penser à Maître Gims. Genre, il trouve des mélos, il trouve des trucs, ça rentre dans ta tête. Ils ont cassé le jeu. Tu donnes ça à n'importe quel enfant, là, il chante ça tout l'été. Ouais. Black, t'es ma pouki. Black, t'es ma pouki dans le style. Voilà, je connais pas les paroles, mais pouki. Pas besoin. Tu sais que c'est pouki. Ouais, simple. Voilà. Et même si c'est lequel chante sur un daddy ou je sais plus quoi, là. Mon daddy, je sais plus quoi. Bon, bref. Ça fonctionne, ça stream. Ça stream. Ouais, non, elle est forte. Moi, je reconnais ça, il n'y a pas de... Elle est forte, c'est une femme noire, voilà, qui met ses belles robes, qui est dans la mode, qui nanana. Musicalement même, elle pourrait ne pas avoir d'apparence que musicalement, elle est forte. Oui, voilà. Jaja. Oh, Jaja. Enfin, moyen, Jaja. Tu t'aides ça. Ah, mon frère. Non. On s'en fout de savoir quelle couleur, quel genre, quel truc. Musicalement, elle fait des trucs, ça reste dans ta tête. Ça n'a pas besoin d'écouter ça 4 fois. Elle est forte. Daddy. Elle est forte. Mon papi. Elle a fait plein de trucs qui cartonnent. Hein. Faut la respecter. Non, moi, je donne du respect à tout le monde. J'aime bien l'adage. J'aime bien la phrase. Il faut respecter tout le monde et avoir peur de personne. Là, tu sais que c'est bon, je suis un homme. Il faut respecter tout le monde et avoir peur de personne. Et il faut respecter les exploits authentiques que cette dame-là a accomplis, qu'elle a contribué aussi pour l'essor et le rayonnement et l'exposition de l'urbain. Elle, Gims, quoi qu'il arrive, ils ont mis un peu plus la couleur noire dans les yeux des gens, quoi. Tu vois. Clairement. Et ça ouvre des portes et ça, il faut accepter. Les gens ont accepté aussi mieux l'idée des Noirs grâce à eux aussi, non? Clairement. Voilà. Les gens sont au courant qu'il y a des Noirs. Quand on fait Aya, là, au truc... des JO, là, voilà. Ouais, danse avec les gardes républicains. Bon, ben, il y a des Noirs qui existent dans ce pays. Ouais. Ou bien. Voilà. Bon, femme à barbe, tout ça, ils n'ont pas aimé, mais... Moi, j'ai détesté. Mais bon, c'est un autre sujet.
Ah ouais? Ah, je éteins la télé. Net. Tu voulais pas le temps de parler. Pourquoi? J'ai été avec ma fille, je me suis dit, oh, ça va être trop long à expliquer, trop complexe. Piou. Voilà. Je trouvais, pour te dire la vérité, ça ne le mettra pas parce que mes mots vont être très graves. J'ai vécu ça comme un attentat. J'ai dit, mais vous n'avez pas le droit de nous faire ça. Je regarde les JO, moi. Je suis en famille, je regarde les JO. C'est ni l'heure ni l'endroit. Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est ça que moi, j'étais trop content quand Trump est arrivé pour dire, bon voilà, la tendance globale du monde va un peu changer là. Parce qu'on se sent sous-représenté alors qu'on sait très bien qu'on n'est pas la minorité. Ça casse la tête à un moment. Bah oui. Ça casse la tête à un C'est moment. vous la minorité. Bah d'accord, c'est incroyable ça. Ah, je suis d'accord. Et moi, je n'ai pas là un spectacle dans Solide de ça, des JO. Jusqu'au bout, j'en ai parlé. Ils m'ont rendu fou. On se revoit bientôt pour un nouvel épisode. Let's go. Allez, peace. Bye.